Bien, donc nous allons déterminer à présent les sollicitations de flexion simple. Donc la définition de la flexion simple, donc par exemple ici on sera en flexion simple, donc on aura de la flexion simple à chaque fois qu'on aura un effort perpendiculaire à la ligne moyenne, comme dans cet exemple, ou quand on aura des couples appliqués sur la poutre. Alors, au niveau du torseur de cohésion des efforts intérieurs, ça se traduit par un torseur qui a cette allure. Donc, une résultante qui a uniquement sa coordonnée suivant Y qui est non nulle. Donc, on a un effort tranchant suivant Y, V. Et au niveau du moment, on a uniquement un moment autour de l'axe Z. Donc, il va nous procurer une rotation autour de l'axe Z. Donc, un effort tranchant sur Y et un moment fléchissant sur Z. On définit aussi ce qu'on appelle la flexion pure, qui est un cas particulier de la flexion simple, pour laquelle l'effort tranchant est nul, donc V égale à 0. Donc on rencontrera ce type de sollicitation, par exemple, lors de la flexion sur une poutre avec deux efforts verticaux symétriques, égaux et disposés symétriquement par rapport à un axe passant par le milieu de la poutre, un axe vertical. Donc ça c'est par exemple la poutre que l'on va étudier en TP. Ou une poutre avec deux efforts de moment concentrés aux extrémités. Donc dans ce cas-là, dans le premier cas, donc, on a un moment fléchissant constant au milieu et un effort tranchant nul. Et dans le deuxième cas, on a un effort tranchant nul pour tout x. Donc on est en flexion pure. Mais le plus souvent, on sera en flexion simple. Bien, donc définissons maintenant les contraintes et les déformations. Alors commençons par définir la loi de comportement en déformation qui nous sera utile pour déterminer les contraintes. Donc si je considère en vert la déformée de ma poutre, donc j'appelle petit v θ de x, v de x et θ de x, les paramètres de déformation de ma poutre. Donc à l'origine ma poutre donc, correspond à la ligne moyenne AG, et après déformation, donc j'ai la ligne moyenne, on va dire AG'. Ici, c'est le point G'. Donc, d'après l'hypothèse de Navier-Bernoulli, une section initialement qui était droite, donc normale, donc perpendiculaire à la ligne moyenne et droite, restera droite et perpendiculaire à la ligne moyenne. On va essayer de la tracer correctement. Voilà. Donc cette section reste perpendiculaire ici à la ligne moyenne. Donc elle a tourné d'un angle θ que je retrouve ici entre l'horizontale et la tangente à la déformée. Donc considérons maintenant un tronçon de largeur dx à l'abscisse x et en vert donc la rotation de la section de droite par rapport à la section de gauche. Donc il s'agit de dθ, donc ces deux sections vont tourner l'une par rapport à l'autre d'un angle dθ, mais j'ai gardé la section de gauche verticale et j'ai incliné uniquement donc la section de droite qui a tourné d'un angle dθ par rapport à la section de gauche. Donc après déformation, la section droite a cette allure-là. Alors, elle va couper ici l'axe Y en un point que je vais appeler O, qui est le centre de courbure. Donc R s'appelle le rayon de courbure, donc je peux le représenter ici. O c'est le centre de courbure, et R, donc c'est le rayon de courbure. Je vais le décaler un petit peu pour bien voir. Donc il dépend de X. Donc c'est la distance entre le centre de courbure et le point G'. Et donc la somme de ces rotations élémentaires dθ pour chacun des tronçons élémentaires sera égale à θ
θ de x qui a disparu, θ de x. Voilà. Bien. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire à partir de ces configurations géométriques? Que tangente, alors dans ce triangle rectangle ici, donc je peux écrire que tangente dθ donc est égale approximativement à dθ, car dθ est un angle qui reste petit, de même que θ. Donc ça c'est l'hypothèse des petites déformations. Donc tangente dθ dans ce triangle rectangle est égale à dx sur r. Mais l'angle dθ on le retrouve également dans ce triangle-là, dans ce triangle rectangle-là. Et on voit que tangente dθ est égale à moins du sur y. Moins du sur y. Alors que représente du? Du représente le raccourcissement de la fibre située à l'ordonnée y. Donc du est négatif dans ce cas puisque m est positif. Donc comme m est positif, les fibres supérieures vont se raccourcir et donc du est négatif. Alors je mets un signe moins pour retrouver le signe positif de dx. Donc je sors 1 sur r. Alors 1 sur r, c'est ce qu'on appelle la courbure. Donc 1 sur r va être égal à moins du sur dx, moins du sur dx, multiplié par 1 sur y. Mais du sur dx, c'est epsilon, donc c'est moins epsilon de x, y, multiplié par 1 sur y. Or, d'après la loi de comportement, la loi de comportement local, sigma en fonction de epsilon, on a sigma égale E epsilon, donc sigma de xy est égal à E fois epsilon de xy. Autrement dit, donc si je remplace, donc epsilon xy est égal, d'après cette relation, à moins y sur r. Donc si je remplace epsilon dans cette relation, je vais trouver que sigma est égal à moins e y sur r. Bien. Essayons maintenant de déterminer les contraintes normales. Donc, le moment global m de x à l'abscisse x va être le résultat du moment de la somme des petites forces delta F qui s'appliquent sur chacune des surfaces delta A. Donc par équivalence, je vais pouvoir écrire le moment m de x comme la somme des moments des delta F par rapport à G. Alors d'abord, écrivons ce que vaut delta F. Donc on a déterminé donc précédemment que la contrainte sigma de xy, donc au point M, où s'applique la force delta F, donc était égal à moins EY sur R. Moins EY sur R. Or, par définition, sigma, c'est donc delta F sur delta A. La petite force delta F, donc contrainte normale, petite force delta F divisée par la petite surface delta A. Donc, delta F est égal à sigma de xy fois delta A. Sigma de xy fois delta A. Donc si je remplace
sigma de xy par moins EY sur R. Donc ça me donne moins EY sur R multiplié par delta 1. Bien, donc je disais que le moment m de x, c'est donc la somme. Alors avec un signe moins, puisqu'on voit qu'ici que le moment de delta f par rapport à g est négatif, donc moins delta f fois y, et je prends la somme des moments des différentes forces, de toutes les forces delta f par rapport à g. Donc c'est égal à... Donc si je remplace delta f par moins EY sur R fois delta A, moins par moins ça fait plus, et donc ça va me donner somme de EY sur R fois delta A. Ça c'est delta f, multiplié par Y, que je vais mettre ici, donc Y carré. Et je vais remplacer mon signe somme par le signe intégral, puisque j'ai une continuité des efforts sur la surface. Donc ça va me donner intégrale de E y carré sur R dA. Je peux sortir E sur R, parce que R dépend de X, et que mon intégrale dépend uniquement de Y et de Z, puisque dA c'est dy fois dz. Je peux donc sortir E sur R de l'intégrale, et on reconnaît ici le moment quadratique, somme de y carré dA, le moment quadratique de la surface par rapport à l'axe GZ. Donc ça me donne E fois I GZ sur grand R. Donc finalement, si je reporte ça dans la formule au-dessus, la contrainte sigma de xy est égale à moins E y sur R. Donc on voit que moins, alors E sur R, c'est égal à M sur I, d'après cette relation, donc moins M sur IGZ fois Y. Voilà, donc ça, c'est une expression, je vais l'écrire ici, très importante, donc sigma de xy est égal à moins M de x divisé par IGZ fois Y. Donc donnant l'expression de la contrainte normale à l'abscisse X, dans une section d'abscisse X, et sur une fibre d'ordonnée Y. Donc attention, ça dépend à la fois de X, paramétrage de la section, position de la section, et de Y, paramétrage de la fibre pour laquelle je calcule la contrainte normale. Revenons maintenant à l'expression de la déformée. Donc 1 sur R, d'après cette relation, est égal aussi à dθ sur dx. Donc 1 sur R est égal à dθ sur dx. Est égal à donc dθ sur dx à m de x sur EIGZ. Bien. Or, tangente θ, on a vu qu'on pouvait l'approximer à θ car θ est petit, mais tangente θ c'est aussi v' de x. Mathématiquement, v' c'est la dérivée de v, donc c'est la tangente, par définition, c'est tangente θ. Donc, dθ sur dx est donc égal à v seconde de x. Par conséquent,
1 sur R égale dθ sur dx égale à m sur EI approximativement égale à V seconde de x. Donc là aussi, cette formule est très importante puisqu'elle nous permettra de calculer par une double intégration, de déterminer l'expression de V de x à partir de l'expression du moment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'expression de la contrainte sigma de x, y, alors j'ai rajouté z, mais l'expression de la contrainte est indépendante de z, est égale à moins m sur i fois y. Donc on voit que par exemple, si le moment, prenons par exemple le cas d'un moment positif par exemple, à ce moment-là, tout ce qui est au-dessus, donc y, toutes les fibres qui sont situées à y positif, ont des contraintes négatives. Donc on va définir ce qu'on appelle ici l'axe neutre, donc qui est la séparation entre les contraintes positives et les contraintes négatives. Donc au niveau de l'axe neutre, les contraintes sont nulles. C'est la définition de l'axe neutre. Donc au-dessus, j'aurai par exemple des contraintes de compression, donc négatives. Et en dessous, j'aurai des contraintes de traction, donc positives. Et si je trace le diagramme de répartition des contraintes dans la section, donc c'est x qui est fixe et y qui varie. Alors, je n'ai pas représenté en 3 dimensions, suivant z, puisque la contrainte pour un y donné ne varie pas suivant z, est constante. Alors, que vaut la contrainte sur les fibres supérieures, hein. Donc, je remplace y par v'. Donc ici, je remplace y. Donc l'origine de y est ici, donc y égale à plus v'. Donc ça donne moins m sur i fois v', je remplace y par v'. Donc on voit bien que cette contrainte est négative si le moment est positif. De même, sur la fibre, sur les fibres, sur toutes ces fibres inférieures, je remplace y par moins petit v, donc ça me donne m sur i fois v. Et cette fois-ci, cette contrainte est positive si je suppose que le moment est positif. Enfin, petite remarque, je peux écrire la contrainte, les contraintes, en mettant le v sous le i. Donc par exemple, la contrainte sup, moins m sur i sur v'. Et en appelant le module élastique WEL égal à I sur V', eh bien, à ce moment-là, la contrainte sup est égale, par exemple, à moins M sur WEL. Ou, pour la contrainte inférieure, M sur WEL. Alors attention, là, les WEL sont différents pour la fibre supérieure et pour la fibre inférieure. Donc WEL est appelé le module de flexion élastique et il est exprimé en centimètres cubes.